Nouveau témoignage, on a Harold Iman, on va accueillir Freddy Eitan, l'ancien ambassadeur d'Israël. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a eu quelques petits problèmes de connexion, mais on vous a et c'est là l'essentiel. Quelle est votre réaction sur cette réplique israélienne? Écoutez, ce n'est que, je crois, cette riposte n'est qu'un prélude. Et donc, à la veille des élections américaines, nous nous sommes abstenus d'attaquer ce qu'on appelle des infrastructures sensibles. Et donc, dans ces conditions, nous avons évité de frapper aussi les puits de pétrole et des sites nucléaires. Nous nous sommes contentés de frapper 20 cibles, dont une fabrique de drones. Ces drones-là sont fabriqués aussi pour exporter à la Russie, donc contre la guerre en Ukraine. Et donc, je pense que l'Europe doit nous remercier donc, pour cette attaque. Et deuxièmement, nous avons avant tout essayé par tous les moyens, et on a réussi, de neutraliser la DCA, c'est-à-dire la défense iranienne. Et il ne faut pas minimiser cette action. Cette action a effectivement été limitée en raison des élections présidentielles, mais d'autre part, nous avons le droit, nous avons la légitimité d'attaquer à la fois Beyrouth et Téhéran, bien que les Américains pourront nous dire de limiter donc les actions et les activités à l'encontre soit du Hezbollah, soit de l'Iran. Freddy Eitan, une petite question à Harold Iman. Freddy Eitan, je voulais vous demander, est-ce que, donc, selon vous, la paix qu'on peut imaginer un jour viendrait seulement après une phase de force absolue, avec l'appui américain nécessairement, ou est-ce qu'on peut passer plus rapidement à un accord diplomatique aussi pour obtenir la libération des otages? Est-ce qu'on est forcé de passer par cette phase de guerre intense? Écoutez, c'est parallèle, je dirais, parce qu'il faut comprendre que l'Iran, effectivement, étant que les gardiens de la révolution, les passedarans sont au pouvoir, il n'y aura pas de paix dans tout le Proche-Orient. Aujourd'hui, nous avons, grâce à cette guerre contre le Hamas et le Hezbollah, réduit les menaces. Et donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus propice d'attaquer l'Iran. Et donc, il est clair que dans les jours qui viennent, nous aurons d'abord les résultats des élections présidentielles et nous pouvons relancer donc cette attaque, cette contre-attaque contre l'Iran, y compris, je dis bien, y compris les sites nucléaires ou les puits de pétrole. Mais là, pour arriver à libérer les otages, il y a un refus catégorique du Hamas d'une part, et toutes les tentatives ont échoué jusqu'à présent. Mais nous souhaitons et nous continuerons donc de faire le nécessaire, y compris avec les Américains. Je pense que demain, le chef du Mossad pourra partir à Doha pour négocier donc avec ses partenaires pour essayer de trouver une solution rapide pour libérer certains otages. Mais concernant le Hezbollah, j'ai entendu dire qu'il y a eu une réunion donc à une conférence internationale à Paris pour le Liban. On a récolté 1 milliard de dollars, mais est-ce qu'on a la garantie que ce milliard de dollars va à bonne destination, c'est-à-dire ne va pas partir chez le Hezbollah une nouvelle fois? Donc il est clair que le Hezbollah aussi doit être écarté complètement du gouvernement libanais. Et dans ce contexte général, je pense que c'est là, si le monde libre, si les Occidentaux, si la France en particulier, va se joindre à ce combat contre l'axe du mal, contre l'Iran, eh bien, je pense que c'est le début de la chute du régime des islamistes à Téhéran. Freddy, dernière question, mais Hubert Codier en a une autre. L'attitude de la France vous a déçu et l'attitude d'autres pays européens, très rapidement, en quelques mots, Freddy Eitan.
Oui, évidemment, parce que d'abord, quand on réunit une conférence avec 70 pays et Israël est absent, donc ça montre les tendances effectivement de cette politique. D'autre part, je pense que le président Macron a fait plusieurs maladresses et aurait dû s'aligner évidemment à ce combat contre le Hezbollah. Et dans ce cadre-là, nous pensons que la France peut changer de politique. Elle est capable donc de s'aligner avec nous et parallèlement avoir de bonnes relations avec le monde arabe. Ça n'empêche pas l'un à l'autre. Et donc, nous souhaitons que la France, enfin, tourne sa veste et devient, une fois pour toutes, un allié sincère de l'État d'Israël. Dernière question, très rapide, réponse très courte, Freddy Ethan de Hubert-Coudurier. La relation, monsieur l'ambassadeur, franco-israélienne a toujours été compliquée. Il y a une diplomatie gaullienne, on se rappelle du général parlant du peuple juif sûr de lui et dominateur. Ensuite, il y a eu les incidents à Jérusalem qui ont fait le tour du monde entre Jacques Chirac et dans la vieille ville. Bon, aujourd'hui, on voit bien que le président de la République essaie de jouer un rôle d'honnête broker, mais c'est compliqué. En plus, il y a ajouté quelques maladresses. Est-ce que vous pensez qu'on peut, malgré tout, la France peut encore jouer un rôle dans ce conflit? Je croisais hier Jean-Yves Le Drian qui me disait tant qu'il n'y aura pas eu la riposte qui vient d'avoir lieu, il ne pourra pas y avoir de cessez-le-feu, ou en tout cas les négociations à Doha ne pourront pas s'ouvrir. Écoutez, pour l'heure, je ne pense pas que la France peut jouer un rôle d'arbitre dans le conflit israélo-arabe en général, y compris même avec le problème palestinien. Donc, nous préférons d'avoir comme intermédiaires les Américains, qui sont notre allié sincère et notre allié stratégique depuis de longue date. Merci Freddy Ethan d'avoir été notre invité et je termine par François Webb qui prépare cette émission avec moi, va nous montrer le livre que vous avez écrit, Freddy Ethan Adama, Israël hier et aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. On marque une nouvelle pause pour la dernière demi-heure de votre grand rendez-vous d'information sur CNews. A tout de suite. Merci de nous accueillir. 16h31 très précisément. Il nous reste une demi-heure pour notre dernière ligne droite, pour notre grande après-midi d'information. On fait un nouveau tour de l'information avec vous. Félicité Kindoki. Et oui, l'actualité, c'est ce conflit au Proche-Orient où les États-Unis confirment avoir été informés en amont par Israël de son attaque contre l'Iran, tout en affirmant ne pas être impliqué. La Maison-Blanche évoque des manœuvres d'autodéfense et appelle dans le même temps l'Iran à cesser les combats afin de rompre le cycle de la violence. La Guadeloupe, toujours sous couvre-feu, voit son réseau électrique se rétablir progressivement plus de 20 heures après une coupure généralisée. Pour le moment, 65% des clients ont retrouvé l'électricité dans leur foyer. Le préfet avait accusé des salariés grévistes d'être à l'origine de cette panne. Et puis ce soir, notez que c'est le changement d'heure. On recule nos montres d'une heure entre 2h et 3h du matin. Oui, vous dormirez plus vite, ça c'est sûr, mais attention, les nuits tomberont plus vite, alors restez vigilants sur les routes. Cyclistes et piétons s'exposent à plus de dangers puisqu'ils seront moins visibles. On note plus 42% de morts parmi les piétons entre 17h et 19h selon Assurance Prévention. Merci, félicité. Et on dort une heure de plus. Allez, je vous représente mes invités qui nous accompagnent. Félicité depuis le début de cet après-midi. Karim Abric, Mathieu Hubert-Coudurier, Louis Morin, le général Bruno Clermont et Harold Iman. L'actualité du jour, évidemment, c'est cette riposte d'Israël contre l'Iran. On va prendre la direction de Tel Aviv, retrouver, pardonnez-moi, Nathalie Sosna-Ophir. Nathalie, quelles sont les dernières informations, les dernières réactions qui sont à votre disposition? Eh bien, cette attaque, on l'a déjà dit, est accueillie en Israël de façon mitigée. Là, on sort à peine du Shabbat, donc les premières réactions commencent à venir. D'une part, les Israéliens se félicitent de cette riposte attendue depuis le 1er octobre, le jour où 201 missiles balistiques avaient été tirés depuis l'Iran en direction d'Israël. C'était en représailles à l'élimination à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, l'ex-chef politique du Hamas imputé à Israël et qui avait précipité ce jour-là la quasi-totalité de la population dans les abris, attendus aussi en réponse aux actions iraniennes et de ses mandataires contre Israël incessantes depuis le 7 octobre. Alors, Jérusalem n'a cessé de répéter qu'elle se réservait le droit et le devoir de riposter au moment de son choix. Ce moment est donc arrivé cette nuit, avec en 3 heures 3 vagues de frappes
contre des positions militaires à Téhéran et autres provinces iraniennes. Alors pourquoi ce sentiment mitigé? Car à côté de la satisfaction, ils sont nombreux en Israël, responsables politiques, commentateurs ou internautes, à estimer que l'attaque a été trop contenue, pas suffisamment puissante pour établir une nouvelle équation face au régime iranien. Elle n'a en effet ciblé aucune infrastructure nationale, ni installation pétrolière ou nucléaire. Et si elle a été contenue, c'est d'une part pour éviter un conflit généralisé, comme l'avait demandé Washington, et d'autre part sans doute pour permettre à Israël de rester concentré sur les opérations à Gaza et au sud Liban, afin d'éviter l'ouverture d'un autre front avec l'Iran, mais aussi donner à Téhéran l'opportunité de se retenir d'une réponse escalatoire sans perdre la face. La question à présent est de savoir si Israël a réussi ou pas à dissuader Téhéran de répliquer. Merci Nathalie Sosna-Ophir, notre correspondante permanente en Israël. Riposte ou pas riposte, mon général? Et tout est possible, hein. La guerre, ce n'est pas une science exacte. On voit tout de même qu'il y a la volonté qu'il n'y ait pas de riposte. Si la frappe a été mesurée, proportionnelle, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Ça sera important de le connaître pour évaluer les conséquences de ces frappes aériennes. On sent bien que les Américains ont obtenu d'Israël qu'il modère, modère sa volonté, parce qu'on n'était pas du tout parti pour ça. Hein. Et j'aimerais faire un parallèle pour bien comprendre l'ampleur des frappes aériennes contre le Hezbollah, qui ont été menées très rapidement, une fois que le lanceur a été lancé. Le but, c'est de frapper les dépôts de munitions, en particulier les missiles balistiques qui pouvaient frapper Israël dans le cas d'une attaque plus importante et d'une riposte de l'Iran. Donc tout ça, il y a un lien entre tout ça, mais pour l'instant, il semblerait, il y a quand même un élément qui est important, c'est que quand Tsahal a communiqué sur son opération ce matin, c'était très, très précis. Et à un moment, elle a dit la riposte est terminée. La riposte est terminée. Donc il considère que 3 heures, hein, ça a duré 3 heures. S'il ne se passe rien du côté de Téhéran, c'est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc effectivement, la base est dans le camp de Téhéran. S'il y a une riposte de Téhéran, on peut imaginer que là, il y a ce fameux engrenage que tout le monde veut éviter, mais les chances sont plutôt faibles, à mon avis, considérant la situation globale. Allez, priorité. Merci beaucoup, mon général. Priorité au témoignage également. On va retrouver Jérémy Talafré, habitant de Ashdod en Israël. Bonjour Jérémy Talafré. On a envie de vous donner la parole, vous qui vivez en Israël. Votre réaction, on l'a vu avec un certain nombre de réactions tout au long de notre émission. Réaction mitigée, est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, c'est mon avis aussi, personnel, qui engage que moi. Moi, je pense qu'il aurait fallu envoyer 200 missiles balistiques au hasard comme ils ont envoyé, parce que tout le monde cherche à ce qu'Israël ait une réponse qui soit proportionnelle. Nous, les civils israéliens, juifs, musulmans et catholiques, on a été visés au hasard. On a reçu 200 missiles qui ont été lancés sur le pays. Je pense qu'une réponse proportionnelle aurait été la même chose. Maintenant, ça reste de la politique, ça reste une volonté d'éviter l'escalade, ce qui est bien aussi d'un autre côté. Mais non, moi, j'aurais préféré qu'on tape fort du poing sur la table. C'est ce que j'aurais préféré. On pense aux otages aussi, Jérémy. On pense aux otages. Oui. C'était ce que je voulais. En fait, je voulais commencer mon propos par ça. Avant toute chose, rappeler qu'il y a encore des otages, qu'il y a encore des enfants, et aussi rappeler que depuis plus d'1 an qu'ils sont otages, ces gens, il n'y a pas eu une seule visite de l'ONU ou de l'UNICEF, ni des Nations Unies qui ont rendu visite aux otages pour savoir dans quelles conditions ils étaient gardés. Et ça, c'est inadmissible. Voilà, c'est très facile de jeter l'opprobre sur Israël. De la part de la communauté internationale, mais bon, ils ne font pas leur travail non plus, ces gens, manifestement. Jérémy, on le disait avec mes experts qui m'entourent depuis le début de cette émission, bon, l'Iran assure avoir le devoir, évidemment, de se défendre. Cette réaction ne surprendra personne, mais c'est la timidité, je dirais, des réactions internationales qui nous marque. On a un communiqué du Quai d'Orsay, mais on n'a pas une prise de parole ou une prise de position d'Emmanuel Macron. Comment percevez-vous la chose ? Alors, de la part du Quai d'Orsay, c'est étonnant. Parce qu'ils sont régulièrement dans la tempérance et ils évitent les éclaboussures. Par contre, de la part du président de la République, Emmanuel Macron, c'est pas du tout étonnant. Je rappelle qu'il n'était pas présent après le 7 octobre à la marche qu'il y a eu contre l'antisémitisme. Il faut aussi rappeler qu'ils ont eu du mal tous à qualifier ça d'acte terroriste. Donc de la part d'Emmanuel Macron, il a encore qualifié les actes d'Israël de barbarie, alors que on voit l'augmentation des actes antisémites qui explosent depuis 1 an en France et dans le monde. Et c'est une manière de jeter de l'huile sur le feu venant du chef de l'État.
Enfin, on sait que jamais un président de la République avait qualifié un autre État de barbare, un État démocratique de barbare, à part lui. Donc c'est une première dans l'histoire. Au moins, il est rentré dans l'histoire, mais pas par la grande porte, manifestement. Dernière question, la suite, vous voyez comment le jour d'après cette réplique d'Israël? En vrai, nous, on est calibré pour gérer ça. Ça veut dire que on a la chance d'avoir des abris, on a la chance d'avoir des alertes. Le pays entier est au courant quand il y a des missiles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en l'espace de 2 heures, il y a eu plus de 220 roquettes qui ont été lancées sur Israël de la part du Hezbollah. Aujourd'hui, cet après-midi. Donc ça veut dire que nous, on attend et on est prêt à n'importe quelle réaction. Maintenant, c'est vrai qu'on espère avant tout un retour des otages et les gens cherchent un cessez-le-feu, crient au désespoir pour un cessez-le-feu. Mais avant toute chose, il faudrait déjà rendre les otages pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Moi, c'est ça que j'aime rappeler. Voilà. Avant de vous laisser, je pourrais en profiter pour vous dire quelque chose qui me tient à cœur réellement. Ça dépend quoi, mais allez-y. Juste, je vais être très très bref. Je voudrais mettre en garde les gens sur les dérives des réseaux sociaux. On peut voir de plus en plus sur des réseaux sociaux très connus. Je ne vais pas donner de nom aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'ai le droit à l'antenne, mais on va éviter. toute la doctrine antisémite et antisioniste se répand comme une traînée de poudre. Et il faudrait que les gens qui sont responsables d'enfants, de mineurs, de jeunes, qui sont fragiles et qui n'ont pas forcément toute la connaissance sur le sujet, fassent très attention à ce que les gens entendent, parce que j'ai l'impression qu'on est en train, sans le savoir, de créer des générations de Mohamed Merah 2.0. Et de l'extérieur, ça me fait très très peur. Merci pour ce témoignage, Jérémy Talafré. Je rappelle que vous êtes un habitant d'Ashdod en Israël. Merci beaucoup pour ce témoignage. Réaction, Louis Morin. Oui, on voit ces réactions un peu mitigées. Ces réactions de la communauté internationale, ces réactions finalement mitigées, voire cette absence ou cette faiblesse. Cette faiblesse aussi dans les réactions. La France, par exemple, qui appelle simplement à s'abstenir de toute escalade et qui met sur le même plan finalement le régime de Téhéran par rapport à un État démocratique qu'est Israël. C'est ça qui est frappant, si vous voulez, mais c'est aussi ça qui explique en réalité pourquoi est-ce que la riposte a été aussi modérée. Parce que la riposte d'Israël, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle est attendue. On nous a dit dans un premier temps qu'elle serait extrêmement forte, extrêmement virulente, et finalement, surprise, on a une riposte qui est somme toute assez faible. Pourquoi ? Parce qu'Israël a tout simplement été contacté l'ensemble des grandes puissances de ses soutiens, et en premier lieu, évidemment, les États-Unis, et que personne n'a véritablement soutenu Israël. Les États-Unis, évidemment, en premier lieu, actuellement, puisqu'ils sont dans cette élection et que Joe Biden n'avait pas envie de s'impliquer. Joe Biden a même déclaré, donc, suite à cette attaque, avoir été informé, mais pas impliqué. Et puis, la France, on le sait, maintenant, ça fait effectivement plusieurs mois que la réaction de la France est une réaction en réalité très faible, une réaction de suiveur. Ça s'explique aussi parce que la France, aujourd'hui, n'a plus les moyens d'avoir une politique militaire ambitieuse à l'international, une politique diplomatique ambitieuse, puisque la France est aujourd'hui 9e dans les classements de puissances militaires internationaux. Karima. Mais on voit que la réaction, effectivement, elle est très timide en ce moment de différents pays occidentaux. Je veux juste rappeler quand même qu'il y a quelques jours, c'était Anthony Blinken, donc le chef de la diplomatie américaine, quand on parlait de cette réplique d'Israël pour l'Iran, il avait dit c'est très important qu'Israël réponde d'une façon qui ne crée pas de plus grande escalade. Donc, on sent quand même qu'il y avait cette pression. Et vous l'avez dit, oui, c'est une riposte qui semble quand même avoir, disons, respecté les consignes américaines. Cette consigne, si on peut dire, mais qui est quand même, on dit, elle est mesurée parce qu'elle a frappé des infrastructures militaires. On ne parle pas de civils. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que les réactions sont un peu plus modérées du côté des pays occidentaux en ce moment. On attend aussi la suite. C'est un peu ça, de voir la réaction de l'Iran. Est-ce que l'Iran va véritablement réagir ou elle ne fait que montrer les crocs? Elle ne veut pas perdre la face aussi. L'Iran ne veut pas perdre la face. Donc, en minimisant un peu ce qui s'est passé, c'est aussi une façon de dire, peut-être qu'on en reste là pour le moment. Et je rappelle quand même qu'il y a 2 autres fronts. Les fronts en ce moment, que ce soit à Gaza, que ce soit dans le sud Liban aussi. Du côté américain, on n'a pas nécessairement envie de s'engager en ce moment même, sur un 3e front de façon frontale. Allez, pour terminer, on vous a préparé avec François et puis
pour bien comprendre l'état d'esprit entre la France et Israël, 2 petites réactions d'Emmanuel Macron avec une prise de position de Benjamin Netanyahou. Ça résume assez bien les rapports qui nous habitent en ce moment. On les écoute tous les deux et puis on terminera par ça avec un petit tour de table et une petite réaction sur le climat et les rapports entre la France et Israël. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. Ce n'est pas seulement du terrorisme. C'est pire que cela. On est vraiment de retour au Moyen-Âge. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. Voilà, ça résume assez Hubert, non? Hubert Codoré. Oui, en même temps, parfois à Paris, quand vous prenez des taxis libanais, ils vous disent, ça me rappelle, Paris me rappelle Beyrouth 75, où les affrontements multiconfessionnels et que les Palestiniens ont commencé à monter en puissance. Non, mais je crois que là, la riposte est mesurée, mais c'est peut-être aussi un ultime avertissement à l'Iran. C'est aussi une manière pour les Israéliens de montrer aux Américains qu'ils ne profitent pas de la fenêtre qui les sépare des élections américaines pour créer la surprise d'octobre. Ils sont quand même déjà largement engagés sur plusieurs fronts. Ils mènent des opérations compliquées mais déterminées au sud Liban. Et donc, vouloir faire du régime change avec l'Iran serait un peu suicidaire. On a vu ce que ça avait donné en Irak quand les Américains, George Bush, est intervenu, le chaos qui s'en est suivi dans tout le Moyen-Orient. Remodeler le Moyen-Orient, c'est quelque chose qu'on peut espérer, mais pas du jour au lendemain. Donc, finalement... tout ça n'est pas absolument étonnant, même s'il y a une certaine impatience côté israélien, mais la multitude des problèmes est telle qu'on peut comprendre que Benjamin Netanyahou avance prudemment. Mathieu. Par rapport à la question que vous posez sur le dialogue entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, je pense que les deux... Ça résume bien. Exactement. Benjamin Netanyahou, lui, son objectif, c'est effectivement de poursuivre le conflit jusqu'à justement l'éradication du Hamas, du Hezbollah, voire effectivement le régime change dont vous parlez en Iran. Et à ce titre-là, il a été en difficulté sur un certain nombre de points, notamment à partir du 7 octobre. Et il renaît, on va dire, un peu politiquement. Il a repris du capital politique en décapitant une partie de l'état-major du Hezbollah. Donc lui, il est sur cette logique-là. Guerre de civilisation égale guerre contre l'islamisme. Et donc l'Occident doit nous soutenir pour pouvoir vaincre le totalitarisme islamique. Ensuite, Emmanuel Macron, lui, est dans une optique où il a eu tellement d'échecs sur le plan international depuis 2017. Il a tellement d'échecs. Il y a très peu de pays avec lesquels ça se passe mieux aujourd'hui qu'en 2017. Peut-être le Canada éventuellement, peut-être l'Inde aussi et le Brésil de Lula. Mais sinon, sur l'ensemble des sujets, avec les pays européens, ça se passe pas bien. L'Allemagne, le Royaume-Uni, ça se passe pas bien. L'Italie, ça ne se passe pas bien. Les États-Unis, les relations étaient compliquées. Je parle même pas du dossier ukrainien. On est fâché avec le Maroc et l'Algérie. Et même avec le Liban, ça se passe pas non plus très bien. Il y a une visite au Maroc qui est prévue. Donc, on voit bien que face à ces échecs-là, il essaye de renouer, de reconstruire une sorte de posture mitterrando-chiracienne. Ça marche pas très bien. Mitterrando, faites le paquet cadeau alors. Oui, on oublie les vedettes de Cherbourg que les Israéliens avaient pris contre le gré des Français. On oublie aussi quand même que c'est les Français qui ont aidé les Israéliens à se doter de l'arme nucléaire. C'est une relation compliquée. Il y a la première communauté juive en Europe, c'est la France. Bien sûr. Mais pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Mathieu Hoc, il est vrai que pour Emmanuel Macron, il y a un enjeu d'image très fort. Parce qu'en réalité, c'est évidemment à mettre en relief et en rapport avec la politique intérieure et à mettre en rapport avec la non-participation d'Emmanuel Macron, par exemple, à la marche contre l'antisémitisme. La réalité, c'est que lorsque Emmanuel Macron vient donner des leçons de civilisation à Benjamin Netanyahou, c'est aussi une manière de s'imposer comme étant justement le chantre de la civilisation. La France n'a pas connu au cours des dernières décennies autant de pertes de repères civilisationnels que depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Tout d'abord par l'augmentation de la délinquance qu'on illustre très souvent sur ces plateaux, mais au-delà de ça,
par l'absence totale de repères qui sont donnés en réalité à bon nombre de nos nouvelles générations, l'absence également de culture, l'absence d'éducation. On connaît une véritable perte de repères civilisationnels en France, et c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron que de donner des leçons internationales, et bien de montrer qu'il n'en est pas responsable. Hubert, deux mots. Néanmoins, Emmanuel Macron s'inscrit dans une tradition diplomatique, et sans remonter jusqu'au général de Gaulle, Jacques Chirac avait tenté de prévenir George Bush, quand il avait été le premier visiteur à le voir après le 11 septembre, qu'il ne fallait pas se lancer dans une guerre de civilisation. Alors évidemment, il n'a pas été du tout écouté, mais c'est une position constante de la diplomatie française. Merci les amis de nous avoir accompagnés avec Karima et avec Félicité. Karima, on se retrouve demain évidemment. Merci à vous. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces 3 heures d'émission. David Bouinet, bien sûr, François Hebb, bien sûr, Anne-Isabelle Tollet, bien sûr, Alexis Devoucou, bien sûr. Gros travail de la programmation que je félicite chaleureusement. Anthony Beausez-Kama, Victoria Chétit. Merci aux équipes en régie. Jean-Luc Lombard à la réalisation. C'était Mathéo Vinci à la vidéo. Au son, c'était Mathis. Vous pouvez revivre tous ces témoignages et revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, c'est l'excellent Olivier de Carenfleck pour Punchline. Et moi, je vous dis à demain 11h. Vous serez là, Karima? Ben oui. Demain 11h, on ouvre les lumières. Et on ajuste quand même l'heure. Hein? Ah oui, et on ajuste l'heure, n'oubliez pas. Ouais, changement d'heure. Allez, bye bye. Et l'info continue avec Olivier de Carenfleck.